Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Omar Hamidou Tchana, candidat à la présidentielle de décembre 2020. Une première pour l'ancien ministre d'État du Niger. Celui qui est de nouveau du côté de l'opposition a été investi par son parti, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, lors d'un congrès. Après avoir traversé la vague d'accusations pour malgouvernance à la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina a été reconduit jeudi 27 août 2020 à la tête de l'institution à l'issue de ses assemblées annuelles. Pour de nombreux analystes, cette réélection fait gage du bilan très positif de son premier mandat à la tête de la BAD. Et puis la Banque mondiale suspend la publication du rapport Doing Business en raison d'irrégularités dans les données relayées dans les rapports Doing Business 2018 et 2020 publiés en 2017 et 2019. Un audit est en cours. Mais tout d'abord, au Mali, apaisement des tensions entre les militaires du CNSP et le MSRFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, la junte qui a orchestré la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu samedi 29 août une délégation du MSRFP dans sa base de Kati, près de Bamako. Rencontre organisée dans l'urgence après que le MSRFP avait reproché aux militaires putschistes de ne pas suffisamment les associer dans l'organisation de la transition politique à venir. Si cette réunion n'a pas suffi à dégager une position commune, elle semble avoir permis à calmer pour le moment certaines tensions entre les deux entités. Le MSRFP, qui entend être un acteur majeur de cette transition, proposerait entre autres des organes de transition qui seront dirigés par des civils, un comité de suivi et de veille de la transition composé en majorité de leurs représentants et de ceux de la junte. Cette structure veillera sur des réformes comme la refonte totale du fichier électoral. Concernant la durée de cette période de transition, le MSRFP partirait sur une période entre 18 et 24 mois. Au Niger, l'ancien ministre d'État Omar Hamidou Tchana se présente pour la première fois à une élection présidentielle. Il a été investi candidat au scrutin présidentiel de décembre 2020 par son parti, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, au cours d'un congrès à Niamey. Reportage de notre correspondance Adolise Mokhtar. Omar Hamidou, dit Ladan Tchana, candidat à la présidentielle de décembre 2020. Il a été investi sous la bannière de son parti, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin. Candidat pour la première fois à une élection présidentielle, Omar Tchana envisage de concrétiser, dit-il, le rêve des Nigériens à travers son projet de société qui s'articule autour du triptyque assainir, construire et produire. Je suis heureux et ému de la confiance que vous me témoignez en m'investissant en tant que candidat à la présidence de la République du Niger. Je mesure l'honneur que vous me faites, tout comme j'appréhende la situation du Niger. J'accepte donc avec une grande joie et une foi inébranlable en vous, votre proposition d'être candidat aux élections présidentielles. L'opposition nigérienne boude la Commission électorale nationale indépendante depuis son installation en 2017. Elle estime que la CENI n'est pas représentative de la classe politique nigérienne. Pour sa candidature, l'ancien ministre d'État a reçu le soutien de plusieurs autres leaders de la scène politique nigérienne, parmi lesquels l'ancien président de l'Assemblée nationale et chef de file de l'opposition, Hama Amadou, qui a tenu à l'encourager et lui souhaiter bon vent. Vous êtes un homme de combat. Votre arrivée à l'opposition est un bonheur pour l'opposition. Parce qu'un combat a besoin de combattants. L'opposition, c'est un champ de combat. Et vous n'avez jamais vu le combat. Outre Omar Hamidou Tchana, une dizaine d'autres candidatures ont été enregistrées pour les joutes électorales, dont le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives sont prévus le 27 décembre 2020 et le second tour pour le 21 février 2021. Dans le chronogramme de la CENI, les élections locales auront lieu
le 13 décembre 2020. Dans l'actualité également, une gigantesque manifestation a rassemblé samedi 29 août des dizaines de milliers de Mauriciens descendus dans les rues de la capitale Port-Louis pour réclamer la démission du Premier ministre Pravin Jugnauth. La gestion par le gouvernement de la marée noire qui a ravagé la côte sud-est de l'île début août est mise en cause. Les manifestants, la plupart de noirs vêtus pour évoquer les ravages de la fuite du fioul, ont défilé pour exprimer leur mécontentement face à ces graves conséquences écologiques et économiques. Le vraquier japonais MV Wakashio s'est échoué le 25 juillet sur un récif à Pointe-Desny, au sud-est de l'île. De nombreux Mauriciens estiment que le gouvernement du Premier ministre Pravin Jugnauth a mis trop de temps à prendre la mesure de la catastrophe et tardé à organiser le pompage des 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel que le bateau contenait. Catherine Samba Panza, l'ex-chef d'État de transition entre 2014 et 2016, s'est officiellement déclarée vendredi 28 août candidate à la présidentielle centrafricaine dont le premier tour est prévu pour décembre 2020. Cette dernière n'est affiliée à aucun parti politique. Elle affrontera d'autres candidats comme Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé, l'avocat Crépin Boli Goumbia, mais aussi l'ex-chef de l'État François Bozizé. Corinne Eoné et Aïssatou Bari. Catherine Samba Panza pourrait de nouveau diriger la République centrafricaine. Ce vendredi 28 août, l'ex-chef d'État a annoncé sa candidature, une candidature indépendante pour la présidentielle prévue en décembre 2020. Elle avait déjà dirigé le pays entre janvier 2014 et mars 2016 avant d'être remplacée par le président actuel, Faustin Archange Touadéra. Catherine Samba Panza, du fait qu'elle a été présidente de la transition, va être la deuxième femme d'importance à se présenter aux élections présidentielles. Elle va susciter certainement des réactions positives de la part de beaucoup de féministes, de femmes d'abord, mais aussi de beaucoup de féministes qui pensent que les femmes doivent être dans le jeu politique en République centrafricaine. Cependant, je suis persuadé qu'elle n'a pas la chance dans l'échiquier politique centrafricain tel qu'il est construit à partir des partis politiques, des hommes de poing, etc., de pouvoir remporter les élections en Centrafrique. C'est dans un contexte particulièrement difficile que Catherine Samba Panza avait été désignée par le Conseil national de transition pour assurer une période transitoire. La Centrafrique était plongée dans une guerre civile opposant les anti-Balaka au Séléka. Aujourd'hui encore, son projet de retour coïncide avec une autre période trouble, la signature d'un accord de paix en février 2019 qui n'a pas encore réussi à faire taire définitivement les armes dans ce pays. Je dis, Madame Samba Panza jouit sur le plan international de beaucoup de sympathie parce que sa période de la transition où les élections sont déroulées en Centrafrique, elle est considérée comme parmi les femmes leaders, première présidente. Elle est dans la plupart des organisations de l'Union africaine. De ce point de vue, elle a à mon avis, dans un avantage et sur le plan national, c'est l'une des rares personnes qui n'a pas une bonne connaissance de la souffrance des populations parce qu'elle a plus géré à Bangui qu'à l'intérieur sur l'ensemble du territoire où les hommes et les femmes et les enfants sont en train de souffrir. L'ex-présidente Samba Panza annonce sa candidature alors que de nombreux doutes persistent quant à la tenue de la présidentielle en décembre 2020. Selon plusieurs observateurs et acteurs politiques, l'Agence nationale des élections a pris du retard dans l'organisation, notamment avec l'enrôlement des populations et celui des Centrafricains de la diaspora. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont conclu vendredi 28 août un nouveau cycle de négociations sans parvenir à un consensus sur un projet d'accord à présenter à l'Union africaine concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le Soudan propose donc une réunion au sommet. Selon Khartoum, la réunion au niveau des ministres ne peut pas résoudre les problèmes en suspens. Cela doit maintenant se faire au niveau des dirigeants des trois pays. Entamé début
début août sous l'égide de l'Union africaine. Ce nouveau cycle de discussion qui a encore échoué devait se concentrer sur les questions en suspens et était perçu comme les négociations de la dernière chance. Le temps presse pour trouver un accord car Addis Abeba a déjà commencé les opérations de remplissage. Les ministres de l'eau des 3 pays ont néanmoins convenu que chaque pays enverrait une lettre au président sud-africain contenant sa vision pour la prochaine étape des négociations dont la date n'a pas encore été fixée. La Banque africaine de développement a tenu ses assemblées annuelles par visioconférence les 26 et 27 août. Assemblées qui ont été marquées par la réélection du Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de l'institution. Il entame donc un nouveau mandat de 5 ans, l'occasion de faire un bilan de celui écoulé. Olivier Conan. Bilan positif pour Akinwumi Adesina qui brigue un second mandat à la tête de la BAD, Banque africaine de développement. Sous sa houlette, la BAD a accru ses financements au profit des pays africains. 20 milliards de dollars ont été déboursés de 2016 à 2018 contre 14,75 milliards de dollars entre 2012 et 2014. Le président Adesina a conduit son action à travers 5 priorités. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et enfin améliorer la qualité de vie des populations africaines. Aujourd'hui, après 5 ans, il y a près de 18 millions de populations supplémentaires africaines qui ont accès à l'électricité. Si on prend le pilier 2, qui est celui de nourrir l'Afrique, il y a environ 141 millions de personnes qui ont bénéficié de technologies avancées pour pouvoir améliorer leur capacité de production en matière d'agriculture. Si on prend le pilier 3, qui est d'industrialiser l'Afrique, il y a environ 15 millions de personnes qui ont eu, supplémentaires, qui ont eu pendant les 5 ans accès à des financements pour pouvoir booster leurs activités industrielles. Le mandat du président Adesina a tout de même été marqué par des accusations de mauvaise gouvernance, des accusations qui auraient pu entacher sa réputation de bon gestionnaire. Il a finalement été blanchi par des enquêtes indépendantes. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est de suivre sa ligne, c'est d'être en harmonie avec sa conscience, avec Dieu et les hommes. En conscience, en parfaite harmonie avec les règles. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Et nous encourageons le président Adesina à être vraiment en parfaite harmonie avec les règles et avec les pratiques de la banque, mais surtout à améliorer les pratiques de la banque. Preuve de la solidité de la BAD, la note AAA a été conservée et le capital de la banque, porté de 93 milliards de dollars, à 208 milliards de dollars. A noter que la BAD a facilement levé un emprunt obligataire social de 3 milliards de dollars pour financer la lutte contre les effets néfastes de la pandémie du coronavirus sur les économies africaines. La Banque mondiale a annoncé jeudi 27 août l'interruption de la publication du rapport Doing Business 2021 jusqu'à nouvel ordre. Selon le communiqué de l'institution financière, cette décision est motivée par des irrégularités constatées dans les derniers rapports de 2018 et 2020, respectivement publiés en octobre 2017 et octobre 2019. Un audit interne indépendant sera réalisé au niveau des processus de collecte et d'examen des données. Les précisions d'Aïssatou Bari. La Banque mondiale a annoncé la suspension du rapport Doing Business afin d'examiner des irrégularités dans la collecte des données de l'étude. Ce sont les rapports Doing Business 2018-2020, publiés respectivement en 2017 et 2019, qui sont mis en cause. Cette annonce constitue une douche froide pour certains pays qui ont fait de ce rapport une référence en termes d'attractivité économique. Un certain nombre d'irrégularités ont été signalées concernant des modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020. Ces modifications n'étaient pas cohérentes avec la méthodologie Doing Business. De nombreux pays mettaient un point d'honneur à figurer en bonne place sur ce classement scruté par les agences de notation. En Afrique, des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Rwanda ou encore le Togo ont créé des structures ad hoc qui veillent à la mise en place des réformes susceptibles d'améliorer le climat des affaires et ainsi attirer des investisseurs potentiels. Cette année qu'on nous annonce que le verdict, ou à tout le moins le rapport qui devait être produit, a été suspendu pour cause d'irrégularité, ça ne nous surprend pas assez
simplement parce qu'en fait, on suspectait déjà un peu ça. Parce que je peux vous donner un exemple simple. On donne à peu près 12 réformes au Cameroun. Le Cameroun met en œuvre justement 10 de ces réformes et sa position plutôt se dégrade dans le classement Doing Business. L'année qui a suivi maintenant, c'était 11 réformes. Le Cameroun a mis en œuvre à peu près 10 et sa position toujours n'a pas augmenté de façon significative. Il faudrait donc à l'avenir que ces gens soient assez sérieux. Pour rappel, le rapport Doing Business est produit par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Paru pour la première fois en 2003, il mesure la réglementation des affaires dans 190 pays et certaines villes du monde. Actuel secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, l'économiste camerounaise Vera Songwe est en lice pour le poste de directrice générale de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. Face à elle, notre candidat africain, l'ivoirien Thierry Tano. Le poste de directeur général de la SFI sera à pourvoir à partir du 1er octobre 2020 suite à la démission au mois de juin de son ancien directeur Philippe Le Wérou. Son futur remplaçant sera nommé par le conseil d'administration de la SFI sur la recommandation du président de la Banque mondiale, David Malpass. En 2013 déjà, Vera Songwe faisait partie des 20 femmes les plus influentes d'Afrique selon le classement établi par le magazine américain Forbes. Aïssa Toubari. Vera Songwe ambitionne de devenir dès le 1er octobre 2020 la directrice générale de la Société financière internationale. Actuelle secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, Vera Songwe est la première femme à accéder à cette prestigieuse fonction. Elle n'est pas seule à convoiter ce poste. L'Ivoirien Thierry Tano, l'ancien directeur général du groupe Ecobank, est également en lice. Madame Vera Songwe a ses chances, des grandes chances même, de pouvoir être directrice de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. Au regard de sa longue expérience, depuis 2005, elle occupe des postes de responsabilité au sein de cette institution financière internationale, déjà comme coordonnatrice de secteur économiste principal aux Philippines. Et entre 2008 et 2011, elle a pu être conseillère auprès du directeur général de la Banque mondiale pour l'Afrique, l'Europe et les régions d'Afrique du Sud. Dès son entrée à la Banque mondiale en 1998, Vera Songwe gravit tous les échelons. En 2012, elle dirige les opérations de l'institution de Bretton Woods au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Mauritanie et au Sénégal. En 2017, elle a été cooptée pour faire partie de la commission Kagame chargée de réfléchir à la réforme de l'Union africaine. Donc, on voit bien que là, elle a pu se bâtir une grande crédibilité au sein de cette institution et qu'il est légitime qu'elle puisse postuler à ce poste. Toutefois, il faut remarquer qu'elle est en compétition avec un autre économiste aussi chevronné, l'Ivoirien Thierry Tano, qui a été en 2008, autant pour moi, le premier Africain à occuper un poste de vice-président opérationnel au sein d'une institution de Bretton Woods. Vera Songwe connaît bien cette institution financière de renom. Elle a en effet été la directrice régionale de SFI, Société financière internationale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Forte de ses expériences et de sa connaissance de la région, elle pourrait ainsi remplacer le Français Philippe Le Wérou. Au Niger, la montée des eaux du fleuve en cette période pluvieuse cause des inondations à Niamey. Maisons effondrées, rizières et jardins envahis par les eaux. Plusieurs quartiers de la capitale nigérienne ont été dévastés selon l'ABN qui alerte et appelle les riverains à plus de vigilance face au risque. La montée des eaux à Niamey va se propager vers l'aval du fleuve, à Malanville au Bénin et jusqu'au Nigeria. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Adouali Moutar. Plusieurs quartiers de la ville de Niamey inondés suite à une montée exceptionnelle des eaux du fleuve Niger. Dans les arrondissements communaux Niamey 4 et 5, ce sont des hectares de rizières qui sont déjà submergés par les eaux, mais également de milliers d'habitations et de sinistrés en moins de 72 heures. Face à la montée des eaux et en absence d'une solution pour son évacuation, certains riverains du fleuve Niger sont obligés de quitter leur habitation. Il est en train de monter. Hier vers 19h, moi j'étais là. Il n'y avait pas cette eau-là. Donc il faut voir
Le petit mur là, je l'ai fait hier vers 2 h du matin. À la station de Niamey, l'eau du fleuve est montée à un niveau jamais atteint par le passé selon les spécialistes. À la date du 12 août 2020, le fleuve Niger a atteint le niveau de la crue rouge avec un niveau de 622 cm. Le débordement du fleuve qui couvre 9 États de l'Afrique de l'Ouest est causé par les pluies diluviennes qui frappent le Niger ces derniers jours. Selon l'autorité du bassin du Niger, ABN, le pire est à venir. Au niveau de la sous-région, à savoir le Niger, en aval de Niamey, les régions de Gaïa, Mananville au Bénin, mais également au Nigeria, que cette onde de crue qui est en train d'être observée au niveau de Niamey va se poursuivre. Va poursuivre pour atteindre ces villes que j'ai citées et ces différentes localités. Donc vraiment la population qui se trouve en aval de Niamey doivent prendre des mesures conséquentes pour essayer de préserver les personnes et leurs biens. Selon le Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies, les inondations ont affecté depuis le mois de juin 88 000 personnes à la date du 13 août 2020. On déplore également, selon l'agence unisienne, 33 pertes en vie humaine et plus de 9 000 maisons effondrées dans tous les pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.